Cyberattaque, jusqu'où est-il possible d'aller? Puis je vous rappelle bien sûr notre question du jour et vous êtes nombreux à continuer de voter sur la page YouTube. Cyberattaque, vol de données, avez-vous peur d'Internet? Je vous invite aussi à nous rejoindre dès maintenant au 0800 26 300 300. Jérémy vous attend pour témoigner. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer? Est-ce que vous avez été victime d'une cyberattaque? Que vous soyez personnel, que vous soyez professionnel, vous n'hésitez pas. Jusqu'où est-il possible de protéger nos données sur Internet? On en parle avec vous, Emmanuel Hervé. Vous êtes spécialiste des gestions de crise. Bonjour. Bonjour madame. Dites Laurence. Bonjour Laurence, pardon. Il n'y a pas de souci. Et on en parle également avec une deuxième personne qui est à nos côtés aussi. Il s'agit de Véronique Reilsoul, qui est présidente de Backbone Consulting, spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. Bonjour Véronique. Bonjour, Laurence, donc. Vous avez bien raison, c'est plus sympa entre nous trois. Voilà. Et bonjour Emmanuel aussi d'ailleurs. Et ben voilà. À distance. Voilà. Je vais tout de suite faire un constat, puisqu'on contribuable, j'en fais partie, ou adhérente de fédération, ou usager de services publics. Encore une fois cette semaine, ce sont des centaines de milliers de Français, en gros presque 700 000. Entre eux, il y avait un peu moins de 300 000 particuliers et à peu près l'équivalent en professionnels qui ont appris que leurs données personnelles avaient fuité sur le site gouvernement impôts.gouv. C'est un cloud pirate qui contiendrait aujourd'hui plus d'1 milliard d'identifiants français. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment se protéger quand on est sur Internet, et qui doit en porter la responsabilité? Est-ce que c'est nous, les consommateurs, les utilisateurs? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que c'est l'État? Je voudrais tout de suite qu'on fasse un constat, Emmanuel Hervé, en tant que spécialiste de la gestion de crise. Comment est-ce que l'on explique cette accélération des cyberattaques contre des organisations françaises, des services publics, comme ça vient de se passer la semaine dernière? Je veux pas faire du complotisme de bas étage, donc en fait, il y a effectivement des cyberattaques en permanence qui sont lancées vers tous les organismes, les entreprises privées. C'est des espèces de vagues d'attaques qui cherchent les failles et parfois ça trouve une faille et ça rentre. Est-ce que c'est ciblé? Là, celle dont vous parlez, en fait, c'est du banditisme, c'est pas forcément politique. Pas à ma connaissance, je ne saurais pas dire si oui ou non c'est une attaque de l'étranger, c'est une attaque ciblée ou pas. C'est plutôt des criminels et des mafias, c'est plutôt comme ça que ça se passe, qui lancent en fait en permanence des attaques et parfois rencontrent une faille et trouvent un moyen de pénétrer. Juste un petit rectificatif par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas une fuite, là c'est du vol. Oui, c'est du vol. Voilà, une fuite, c'est encore un autre phénomène. Là, a priori, le hacker, en plus, enfin, ça y est, ils l'ont trouvé. Véronique, du côté du grand public, est-ce que les Français ont conscience de l'ampleur de ce genre de problème? Alors de plus en plus, évidemment, puisque malheureusement les uns et les autres sont de plus en plus souvent confrontés à ce sujet. Pour autant, les arnaques qui sont régulièrement à l'intention du grand public et voire des entreprises ne sont pas toujours si simples que ça à détecter. En tout cas, le grand public a un peu du mal à se repérer. Dès que vous avez du phishing, par exemple, à partir de noms d'organismes d'État, donc ça peut être Amélie, ça peut être en taille, enfin les amendes, ça peut être les impôts, ça peut être votre banque. Bref, ça donne à chaque fois l'impression que ceci est fort sérieux et bien évidemment, ça ne l'est pas et il faut informer le grand public sur les quelques petits moyens que l'on a aujourd'hui pour être vigilant et pour se protéger. Je dis bien les quelques petits parce que la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça, parce que ça devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus compliqué et ça s'adresse à presque tout le monde aujourd'hui. Mais alors, je vais vous poser la question à vous deux. Quand une fuite de données, enfin ou même un vol, puisque c'est un vol manifeste qui s'est passé sur le site des impôts et touche un service public, une mairie, etc. Est-ce que on est face à une défaillance technique de la structure qui est piratée, ou est-ce que c'est une défaillance de culture de sécurité? Pourquoi aujourd'hui ils sont plus forts que nous?
Les deux, mon général, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est un peu comme la défense ou dans le domaine militaire. Vous allez renforcer le mur et ils vont fabriquer des missiles plus puissants. Et puis alors vous renforcez encore le mur et les missiles sont plus puissants. Enfin, c'est toujours c'est la poule et l'œuf. Donc effectivement, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Est-ce que c'est une faille technique ou est-ce que c'est une faille humaine? Moi, à ce stade, je pense qu'ils savent pas forcément encore. Il y a souvent un peu des deux. Il y a souvent le sous-traitant du sous-traitant qui n'a pas été bien contrôlé. Et en fait, on pense maîtriser la situation, mais comme on maîtrise pas tous les paramètres et qui sont pas dans notre périmètre, ça peut arriver par ailleurs. C'est parfois effectivement quelqu'un qui fait une erreur. C'est une erreur humaine. Il y a encore pas mal de fuites qui sont simplement qui sont pas des défaillances techniques. Donc en fait, ce sont les deux. Ce qui est certain, c'est que pour le grand public, les datas, les données personnelles sont données de manière proactive et parfois de toute façon obligatoire. Si on parle des impôts ou des amendes, etc. À un organisme privé ou public qui lui est chargé de les protéger. Donc en fait, c'est pas du tout au grand public qu'il revient de protéger ces données. Il doit les donner et l'entreprise ou l'organisme se doit de les protéger. C'est ce que dit la loi d'ailleurs. Tout à fait. Et quand il y a une fuite de données ou un vol de données, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amende de la CNIL en particulier, si on parle du RGPD, donc des données personnelles, peut être extrêmement importante. Ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Donc, c'est à l'entreprise ou à l'organisme de sécuriser les datas. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio, qui écrit « Même si à titre perso, on fait attention à ce que l'on clique, là, c'est l'État et les organismes qui ne protègent pas nos données. » Donc ça, c'est une réaction de Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio. Et je voudrais, toujours sur le même sujet, qu'on accueille Eric, qui nous appelle au 0826 300 300. Eric est à Nîmes, je crois. Bonjour Eric. Oui, bonjour Laurence, bonjour à votre invité et aux auditeurs. Et à nos deux invités, je vous rappelle, voilà, nous avons Emmanuel Hervé qui est spécialiste des gestions de crise et Véronique Reissoud qui est présidente de Backbone Consulting, qui est une boîte spécialisée dans le numérique et les réseaux sociaux. Vous avez dit à Jérémy, il y a trop de données qui sont réunies dans un seul et même fichier. Voilà, donc je pose la question. Alors je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais je pense que justement il faudrait peut-être séparer les données, c'est-à-dire sur plusieurs fichiers. Si on se fait voler un fichier, on ne se fait pas voler le deuxième où il y a le complément d'information. J'ai pensé aussi, j'ai une autre idée aussi, parce que en fait la peur des gens, c'est se faire vider leur compte en banque. Moi, me voler mes données, le souci, c'est notre compte en banque. Alors, moi, je prends l'exemple des personnes âgées, d'accord, qui font très rarement des virements. Moi, j'aimerais que les banques proposent une option. Si on veut faire un virement, on a obligation de se présenter au guichet avec une carte d'identité. Oula, il y a de moins en moins de guichets. On verrouille tous les virements pirates. Ok Eric, alors je trouve l'idée bonne, mais il y a de moins en moins de guichets. Et quand on habite à plus de 50 km de sa banque, on fait comment ? Vous voyez, on a des limites par rapport à ça pour le coup. Oui, d'accord, mais comme je vous dis, les gens qui font très peu de virements, qui en font deux par an, ils font 2 déplacements, c'est pas non plus, voilà, et puis leur compte en banque est sécurisé. Alors je dis pas que c'est une bonne idée, c'est une idée. Voilà, j'aime bien comment vous dites, je dis pas que c'est une bonne idée, c'est une idée, et merci de cette honnêteté. Je veux faire réagir mes deux invités, Emmanuel Hervé, sur la première partie de ce que disait Eric. Trop de données sont réunies dans un seul et même fichier. Pourquoi on n'aurait pas des fichiers séparés ? C'est pas déjà le cas, Emmanuel Hervé, vous qui êtes spécialiste des gestions de crise? Alors, il a tout à fait raison, Eric. C'est une très bonne idée. Bravo, Eric. C'est une idée qui est déjà mise en œuvre dans le domaine médical. Par exemple, si vous faites partie d'une étude clinique, vous allez avoir des dossiers patients et des données de santé. Et les dossiers patients sont anonymisés avec un numéro particulier et séparés en fait des données cliniques. Donc, si par exemple il y a un
vol, où il y a une fuite, où il y a une pénétration du système d'information, le hacker ne va pas être en possibilité de recouper, donc de faire le lien entre les données cliniques et le patient. Mais tout ça, c'est très compliqué. Et évidemment, c'est le cas dans ce domaine particulier, mais pas dans d'autres domaines. Oui, alors là, ce que vous venez de dire, ça me fait penser à Doctolib, là, qui a demandé l'autorisation d'avoir toutes nos données pour l'étude, scientifique. Doctolib a quelques données patients, mais n'a pas de données cliniques. Oui. Ce sont les médecins qui les ont. Ouais. Donc, mais effectivement, au sein de Doctolib, il y a des ordonnances, il y a des rendez-vous, etc. Oui. Je ne sais pas est-ce qu'ils vont séparer les dossiers. C'est une bonne question. Je sais pas ce qu'ils envisagent de faire. Doctolib, si tu nous écoutes, appelle-nous 0826 300 300. On aura plus d'informations et j'imagine prochainement suite à cette étude qu'ils veulent faire pour une étude scientifique. On reste ensemble, ne bougez pas. Emmanuel Hervé, spécialiste des gestions de crise. Véronique Reilsout, qui est présidente de Backbone Consulting, spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. On continue de parler de ce sujet de cyberattaque, des vols de données, et vous continuez vous aussi à réagir autant sur la page Facebook de Sud Radio que sur la page X du compte Sud Radio ou YouTube, où vous dites oui à 75% à la question du jour que je vous pose. Cyberattaque, vol de données ou pirate 2.0, avez-vous peur d'Internet? Je vous attends au 0826 300 300 pour en parler avec nous en direct. Week-end, 7h-10h. Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez à l'instant, soyez le bienvenu avec nous sur Sud Radio dans les grands matins week-end. Et nous sommes sur la partie de la question du jour avec nos spécialistes. Cyberattaque, vol de données, pirate 2.0. Avez-vous peur d'Internet? Alors vous réagissez bien sûr sur la page Facebook, la page YouTube ou sur le compte X de Sud Radio. Et vous nous rejoignez au 0826 300 300. Jérémy vous accueille pour évidemment vous donner la parole en direct. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà fait pirater? N'hésitez pas à venir nous l'expliquer, venir témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Emmanuel Hervé, spécialiste des gestions de crise, vous êtes toujours avec nous et merci du temps que vous nous accordez. Tout autant pour vous également, Véronique Reilsout, présidente de Backbone Consulting, spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. Juste une question, j'aurais dû commencer par cela, Emmanuel. Spécialiste des gestions de crise. Concrètement, c'est quoi votre métier au quotidien? Oui, ça intrigue un peu. C'est un métier de niche. Alors, ça consiste en fait à accompagner les entreprises à qui il arrive un événement pour lesquels évidemment ils sont pas préparés, qui les dépasse et qui a des enjeux majeurs. Donc, ça peut être une cyberattaque qui va à la fois interrompre en fait la continuité des opérations, mais aussi occasionner des risques réputationnels, qui va donc il va falloir gérer un ensemble de parties prenantes, les employés, les clients, les autorités, et donc mon métier consiste en fait à organiser leurs réponses, à injecter du processus, ça s'appelle un process de gestion de crise au sein de l'entreprise pour que l'entreprise retrouve un peu de calme et retrouve un peu aussi de possibilité de prendre du recul et d'arrêter d'être en réaction pure et puis de pouvoir avoir un certain nombre d'actions proactives pour régler le sujet. Là, sur le sujet de la faille Internet ou du piratage ou du hacking, d'ailleurs, quand une entreprise ou une administration, ce qui était le cas la semaine dernière avec le site de impôt.gouv, est piraté, est-ce que pour vous, la priorité, c'est donc de réparer, évidemment, ça c'est clair, mais est-ce que c'est de protéger sa réputation ou est-ce que c'est également de protéger réellement les victimes en communiquant assez vite, puisque là, quand même, cette histoire de piratage de impôt.gouv.fr, ça date de juin. Et nous, on l'apprend en août. Oui, alors il y a un certain nombre de priorités qui sont pas forcément les mêmes en fonction de qui est aux manettes. On va pas, par exemple, donner une priorité au business ou une priorité à l'atteinte à la réputation ou une priorité à la continuité d'activité. Ça dépend des métiers. Mais pour ce qui est de prévenir les gens concernés par le vol des données, c'est pas tellement dans les mains de l'entreprise ou de la DGFiP pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la CNIL. Donc la CNIL qui est un organisme d'État, la CNIL doit être prévenue dans les 72 heures. Donc quand vous avez une attaque et que vous pensez que cette attaque concerne un certain volume de données privées, donc il y a des critères. Est-ce que c'est nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, numéro de compte bancaire par exemple. Donc ça c'est
beaucoup de données privées, donc ça doit être signalé à la CNIL. Vous avez 72 heures pour lui dire. Et ensuite, vous avez une obligation de prévenir les gens. Donc vous devez, par toute voie utile, prévenir les gens concernés et leur dire vos données et préciser nom, prénom, enfin exactement qu'est-ce qui a été volé, ont été volés. Et donc vous devez, je vous le dis, et donc vous devez vous protéger en suivant ce qui est utile, mais un peu court. Bah oui, c'est ça. Puis concrètement, le piratage de nos impôts, sur le site des impôts pour 700 000 personnes qui ont été piratées, en tout cas dont les données sont parties. Comment voulez-vous qu'on se protège ? Eh bien, il faut, comme d'habitude, c'est toujours la même chose, c'est une petite protection, mais changer tous ces mots de passe, c'est la première des choses à faire. Et ensuite, être extrêmement prudent dans les mois qui vont suivre, mais voire les années qui vont suivre. Donc là, cette prudence-là, il faut l'avoir en permanence. Sur ce dont parlait Véronique, donc le phishing, vous allez recevoir des emails qui sont maintenant très très bien faits, où on vous dit n'importe quoi, vous avez reçu une amende, il faut la payer à tel endroit. Vous attendez un colis Amazon. Le livreur n'a pas pu, pas pu le mettre dans la boîte aux lettres, donc reprogrammez-le. Faites attention à ça. Donc c'est vraiment la base. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a ce qu'on appelle des deepfakes. Donc des deepfakes, c'est des imitations de la voix de votre banquière. Parce qu'ils ils téléphonent. Vous avez souvent vous recevez des appels, soit par numéro privé ou des numéros que vous connaissez pas, vous prenez cet appel, vous discutez même très peu de temps avec la personne, ils enregistrent votre voix et derrière la voix est utilisée par une intelligence artificielle pour avoir une conversation avec vous et ça ressemble à la voix de votre banquière. Donc Emmanuel, c'est vraiment... On va juste donner, parce qu'il me reste à peine 2 minutes, je voudrais donner la parole à Véronique dans quelques instants, puis surtout on va accueillir Johan qui est avec nous sur Sud Radio au 0826 300 300. Excusez-moi de vous avoir un peu coupé, mais je suis très esclave de la pendule. Johan, bonjour. Bonjour Laurence. Vous travaillez dans l'informatique. Bonjour madame. Vous allez arrêter avec ça les uns les autres. Mesdames, pour vos deux experts. Pardon, autant pour moi. Je me suis dit, sinon tout le monde s'est donné le mot. Vous travaillez dans l'informatique, Johan, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Je dirige une équipe de hackers, ce qu'on appelle des pentesters ou de red team, ça dépend. Et on est en charge de faire justement du piratage volontaire d'entreprises pour détecter et corriger les failles de sécurité. Et ça veut dire que vous savez exactement ce qui se passe au niveau des entreprises. Comment ça se passe? Comment une entreprise vous contacte et pourquoi? Alors très souvent, la culture de la prévention en France, on n'a pas beaucoup. Donc souvent c'est de la réaction. Et très souvent, ce sont des entreprises qui se sont fait déjà attaquer ou pirater, qui d'un coup réagissent, se rendent compte qu'il y a un problème et qui vont chercher à le corriger. Donc on nous appelle pour nous demander... dans un premier temps, ça peut être de pouvoir corriger, de pouvoir aider à la résolution de la problématique. Et puis par la suite, on propose des services chaque année, en fait, de revenir régulièrement, alors tous les ans, tous les 6 mois, selon les entreprises, pour tester, pour faire des tests, vérifier est-ce que tout est toujours en sécurité, est-ce que rien n'a bougé entre temps. Comme vous disait tout à l'heure votre experte, très souvent vous avez des entreprises qui font appel à des sous-traitants qui font eux-mêmes également appel à des sous-traitants et effectivement des fois des failles techniques peuvent apparaître, que ce soit dû au matériel qui commence à devenir obsolète, soit dû à l'erreur humaine. Alors, vous travaillez beaucoup pour trouver les failles qu'ils ont dans leur système de sécurité. Quand on n'est pas dans le milieu, c'est très on voit même pas, on comprend, c'est compliqué de comprendre. Moi je sais pas coder, je sais pas faire tout ça Comment ça se passe concrètement? Comment je vous laisse pas 2 heures. Mais comment ça se passe? On va prendre un cas typique, un cas classique, on va dire. Vous avez par exemple une entreprise qui fait de la vente par Internet.
Donc ça veut dire qu'elle va traiter de la donnée marchande, de la donnée personnelle, votre nom, votre prénom, un fichier client, et puis quelques données financières potentiellement. Nous, on va se connecter, on va d'abord regarder au travers du site internet et de la façon dont il est codé, voir si par la manière dont il est codé, c'est codé proprement, ou si en injectant un code, on peut récupérer ou s'introduire un peu plus profondément dans le système, voir s'il y a peut-être des mots de passe qui apparaissent, tout ça à partir d'un premier temps, par exemple, de la page internet du site marchand, par exemple, de l'entreprise. Ouais, c'est une histoire de codage, quoi. Il y a du codage, il y a un peu de recherche. C'est effectivement, c'est assez technique, c'est un métier, donc ça s'apprend. Maintenant, la prévention aussi s'apprend, et le fait de bien coder et de bien faire son job aussi, ça se fait bien. Merci. Oui, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Johan, d'être intervenu pour nous raconter, nous expliquer. C'est un peu plus clair grâce à vous. Merci beaucoup. Vous êtes à Malmort. C'est ça, exactement. Dans le 13. Dans le 13. Dans les Bouches-du-Rhône. Exactement, pas très loin de Marseille. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Je vous laisse. Véronique, pour conclure vraiment en quelques instants également, vous qui êtes présidente du Backbone Consulting, spécialiste du numérique et des réseaux sociaux, comment peut-on, nous, particuliers, se protéger avec tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux? Parce que là aussi, il y a du phishing, là aussi, il y a pas mal de choses. Ah oui, là aussi il y a du phishing, là aussi il y a des deepfakes. On va dire que pour la principale précaution que les individus qui ne savent pas coder comme vous peuvent prendre, c'est tout simplement d'être vigilant, de faire très attention, de ne pas se fier ainsi trop facilement aux appels, aux demandes. Alors c'est particulièrement vrai pour le phishing, mais c'est vrai pour des tas d'autres sujets. Se méfier, vérifier prendre le temps. Et prendre le temps, ça a l'air assez anecdotique, mais non, parce qu'on est dans un monde de l'instantanéité, un monde où tout va vite. En fait, chacun doit juste toujours se poser la question de ce qu'il est en train de faire. Alors, il y a une petite blagounette qui est tournée 3 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Et bien moi, je vous propose de tourner 3 fois vos pouces avant de cliquer. Comme ça vous permettra de prendre le temps. Vérifier l'adresse qui vous a envoyé le message. Généralement, en regardant bien l'adresse mail, on voit qu'il y a des choses étonnantes. Ou vérifier la source qui va partager avec vous d'informations. Bref, faites attention, c'est la seule chose, parce que ça va se multiplier. Et heureusement, il y a des professionnels qui sont là pour vous protéger, mais ils ne sont pas toujours là, ils ne sont pas toujours très efficaces. Donc, restez vigilants, quoi. Voilà, vigilance, vraiment. Véronique, juste une chose, l'adage, c'est il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. 7 fois, mais moi je disais 3. Non. Je sais, mais je me dis 3 parce que ça, vous allez jamais tourner vos pouces. Historiquement, voilà, mais 7 fois. 7 fois vos pouces, vous n'allez pas le faire, 3 fois vous pouvez. Merci beaucoup à vous deux, merci de vos compétences et de nous avoir éclairé nos lanternes. Véronique Reilsoult, qui est présidente de Backbone Consulting, spécialiste de numérique et des réseaux sociaux. Et vous, Emmanuel Hervé, spécialiste des gestions de crise. Merci à toutes les deux d'avoir accordé du temps pour que l'on comprenne tout cela.